Bonjour. Pourquoi j'ai décidé de faire une conférence gesticulée? C'est un peu compliqué parce que déjà moi donc je suis artiste plasticienne et je ne sais pas si vous avez déjà fait les tests psychologiques dans Elle Magazine ou Femmes Actuelles ou ce genre de choses. Et il y en a un, c'était quelle pathologie, alors pathologie à la version Elle Magazine, hein, pas pathologie vraiment médicale, hein, enfin on reste dans quelque chose d'un peu léger. Quelle pathologie êtes-vous? Et moi, quand je répondais aux questions, la réponse était « vous êtes schizophrène ». Ah non, mais pas la vraie schizophrénie, on est d'accord, hein, c'est Elle Magazine, hein, on n'est pas avec des... Et donc, moi, j'étais là, ah bah oui, plusieurs personnalités, enfin, d'un point de vue... j'étais là, ah ouais, ça me correspond bien, mais en fait, en y réfléchissant, je me rends compte qu'on est tous un peu... On a tous plusieurs personnalités. Moi, en l'occurrence, je suis artiste plasticienne, je suis compagne, je suis mère de famille, je suis animatrice culturelle, je suis animatrice sportive en gymnastique, j'ai monté moi ma propre association. Enfin voilà, en gros, on a eu plusieurs vies, on a vécu plusieurs choses, et donc tout ce panel-là vient se rajouter à tout ça. Et donc effectivement, le côté d'avoir plusieurs personnalités m'a jamais trop posé de problème. Et j'avais, comme petite blague, je disais souvent moi et mes 25 personnalités, donc ça correspondait assez bien. Et donc quand j'ai quand j'ai voulu faire cette conférence, je me suis dit effectivement, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans l'art plastique? Enfin, moi, en tant que plasticienne, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de créer, l'acte de création. Enfin, vraiment, pour moi, c'était quelque chose d'assez émancipateur. Et on m'a souvent posé, mais pourquoi l'acte émancipateur te paraît quelque chose d'intéressant politiquement et tout ça? Et moi, ma réponse a été, c'est simple. Quand vous créez, en fait, ce qui se passe, c'est que vous créez votre univers. Vous créez un autre univers. Vous créez votre univers, celui dans lequel vous, d'une certaine manière, vous aimeriez évoluer ou tout au moins faire quelque chose, quoi. Et plus on crée son univers, plus on le confronte à l'univers actuel, le monde dans lequel on vit actuellement. Et moi, je peux vous avouer, je suis complètement en dissension. Je ne suis, enfin, le monde capitaliste libéral dans lequel je vis actuellement ou qu'on vit actuellement ne me correspond pas du tout. Et en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que de fait d'être créatrice ou créative, d'un seul coup, qu'est-ce que ça a provoqué en moi? Ça m'a fait dire, moi, je veux changer ce monde-là. Je veux que le monde dans lequel je suis actuelle ressemble plus au monde auquel j'aspire. C'est-à-dire construire ma propre maison, faire de la permaculture, enfin vraiment, et amener les gens à aller là-dedans, enfin à être des constructeurs de leur vie. Donc vraiment d'aller au-delà. Et donc mettre à bas le capitalisme et le libéralisme et tout ça. Enfin vraiment, c'était par le biais d'être émancipé culturellement et créatif, de manière de la création. Parce que actuellement, on essaye vraiment de cloisonner l'imaginaire, on essaye vraiment de cloisonner tout un tas de choses dans le monde pour que surtout pas on déborde, quoi. On ne veut pas que les gens débordent, quoi. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ma première réaction, avant de faire conférencière gesticulante, c'est de créer mon association. Mon association, il se trouve que c'est Peer Art. Alors, Peer... Je suis pas une fan de l'anglais, hein, entre nous, j'ai jamais été très 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 douée à l'école dans cette discipline. Mais Peer Art, ça me permettait de faire un quadruple jeu de mots. Peer, to peer, c'est partager. Donc to peer art, ça faisait le partage de l'art. Je trouvais que c'était bien, le partage de l'art, ça correspondait à mon idée. Peer, on m'a dit que ça voulait, parce que je n'ai pas vérifié, hein, après moi je crois. On m'a dit que ça voulait dire le père de l'art, donc le mentor. Et donc j'étais, partage, le mentor de l'art, quelque chose d'un peu... Et après, avec la phonétique française, ça faisait peer art, ça faisait le pire de l'art. Donc on avait le mentor et le pire, on avait tout ce qui pouvait concerner, donc le partage et tout. Et avec une phonétique biaisée, ça faisait pirate. Donc ça faisait aussi quelque chose en dehors. Et tout ça, je trouvais que ça correspondait bien à l'univers artistique et c'était banco pour ce nom-là. Et c'est pour ça que j'ai créé cette association, pour amener les gens à venir faire de l'art. Et moi, j'étais donc animatrice culturelle en cette occasion et je faisais pratiquer ça allait de 4 ans à 82 ans, j'ai eu, de l'art plastique. Voilà.
Bon, là, j'ai un peu arrêté parce que j'ai été enceinte, j'ai fait la conférence et donc j'ai mis un peu en stand-by tout ça. Mais je vais reprendre parce que j'ai eu plein d'échos de gens dernièrement, d'enfants entre autres, qui m'ont dit « Ah, mais je continue, je vais faire des études là-dedans et tout. » Et ça marche en fait. Donc, c'est pas une mauvaise idée. Donc, maintenant, je vais faire ma deuxième introduction. Donc, bonjour. Je m'appelle Mélanie Sala et mon nom d'artiste est Dahu. Dahu, cet être mystique, mythique, un peu drôle, qui est, on va dire, brinque-ballant sur ses deux pattes plus grandes que l'autre, qui montre la montagne de l'art contemporain pour y mettre sa pierre en haut de l'édifice. Ah, mademoiselle Sala. Comment vous dire? C'est beaucoup trop baroque comme manière de se présenter. Il y a beaucoup trop de fioritures. Faites-nous ça plus sobrement. D'accord? Donc, on va recommencer. Bonjour, je m'appelle Mélanie Sala et mon nom est Dahu, d'artiste. Dahu avec un T parce que je fais ce que je veux. C'est un peu trop... Oui, c'est un peu trop minimaliste, mademoiselle Sala. Trop minimaliste. Alors, minimaliste, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers artistique, le minimaliste, une œuvre minimaliste bien connue, c'est une chaise. Elle a été prise en photo. On a exposé la chaise, la photo de la chaise et la définition de la chaise. Et c'est de l'art minimaliste. Voilà. Je vais poser la chaise minimaliste de côté. Voilà. Donc on va faire un truc un peu plus populaire. Mélanie Sala. Dahu. Mélanie Sala. Dahu. Mélanie Sala. Je vais garder les lunettes parce que je suis myope comme une taupe. Je ne vois pas ça. Et contrairement à la taupe, celle surtout avec le nez étoilé, j'ai un odorat mais très mauvais. Je suis tout le temps enrhumée. Alors vous allez me dire oui, c'est parce que tu te balades en débardeur tout le temps. Non, c'est pas lié. Même en été, je suis enrhumée. Quoi. Je sens rien. Quoi. Donc voilà. Et c'est beaucoup trop populaire, Mademoiselle Sala. Mademoiselle Sala, quand même. Mademoiselle Sala, trop populaire, l'art pop. Andy Warhol, vous voyez Andy Warhol, les Marilyn de toutes les couleurs, maintenant repris par Senseo de toutes les couleurs. Enfin, la publicité aime bien l'art pop. Ça marche bien en publicité, l'art pop. Donc voilà, bon, je vous fais une dernière. Mélanie Sala, artiste plasticienne Dahu. Pourquoi artiste plasticienne? Parce que plutôt que de dire artiste, en français, artiste, pour moi, artiste, ça fait un peu un gros mot. C'est un mot un peu trop dur à porter, alors qu'artiste plasticienne, ça vient pas du plastique, ça vient de la plastique. Voilà. C'est le féminin qui nous intéresse en l'occurrence. Et voilà, et moi, depuis que je suis toute petite, ma sœur qui est dans la salle vous le direz, je dessine, je joue avec de la terre, je mangeais de la terre aussi, mais je dessinais, j'en mettais partout, et mademoiselle Sala, c'est beaucoup trop naïf. On s'en moque de votre histoire de vie. On s'en moque, surtout dans l'art contemporain, ça ne nous intéresse pas. Si vous êtes trop naïf, on vous casse. Pour de vrai. On n'aime pas trop les naïfs. Ils se font broyer dans ce système-là. Et moi, mon problème, c'est que je suis une vraie naïve. Une vraie naïve. On m'a fait croire que le chapeau des Schtroumpfs était fait sur le principe du nombre d'or. Bon, c'est pas vrai. Mais j'y ai cru. Hein. Je trouvais que ça marchait bien, comme la vague de Kusai. Ça marchait bien, c'était à peu près... Mais non, ça marche pas. Et moi, en fait, il s'est trouvé qu'en réfléchissant, parce que ça me turlupinait, on va dire, cette définition de l'artiste plasticienne. Comment on pouvait se définir comme artiste plasticien? Et moi, une fois en pleine nuit, au bord des larmes, parce que j'arrivais pas à trouver la solution, je me suis réveillée, mais... Et désolée d'être crue, mais la réponse a été, mais un artiste, c'est quelqu'un qui vous chie dans les bottes, qui vous balance ses tripes au visage, qui vous vomit dans la bouche, qui vous prend par la main, qui vous montre un ciel étoilé et une fleur qui meurt, et qui vous dit « c'est beau hein ». Pour moi, un artiste, c'est ça, c'est quelque chose de viscéral, c'est quelque chose de sanguin, c'est quelque chose qu'on vit au plus profond de soi, quoi. Et donc, effectivement, être naïf en étant un peu, on va dire, hypersensible, des fois, c'est compliqué dans ce milieu-là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quand même fait des études là-dedans. Heureusement, j'ai eu de la chance. J'ai été soutenue par mes parents qui ont bien voulu m'orienter là-dedans.
Et quand je suis arrivée dans mes premières études d'art, eh ben, j'ai eu le droit à de l'histoire de l'art. C'est-à-dire, vous venez pour dessiner, et là, on vous balance un gros pavé comme ça, et là, on vous dit histoire de l'art. 3 heures par semaine. Et là, heureusement, il y a des images dans le bouquin. Parce que ça paraît assez indigeste comme ça. Et pour bien expliquer, ce qu'est un artiste aussi, je vais prendre 3 exemples qui sont à peu près de la même période, 1850. Et je vais vous les décrire au travers de 3 tableaux, d'un tableau par chacun des artistes. Le premier que je vais prendre, en l'occurrence, c'est Ingres. Ingres, il fait des portraits. Et le portrait dont je vais vous parler, c'est le portrait d'une femme en robe rose. Et alors, à l'époque, le rose, c'est pas la couleur des femmes. C'est pas la couleur des petites filles. Le rose, c'est la couleur des petits garçons. Parce que le rouge, c'est la couleur des hommes. Donc le rose, par voie de... c'est la couleur des petits garçons. Donc une femme habillée en rose, ça a une forte signification. Ça veut dire qu'elle veut brider le pouvoir des hommes. Donc c'est quelqu'un qui commence à avoir du pouvoir. Et donc elle est dans sa robe rose, comme ça, satinée, avec des bijoux, une peau très blanche, un beau port de tête et tout, cheveux. Elle est magnifique. C'est d'une technicité, Ingres, il est... à voir en vrai, c'est surtout ses portraits. Enfin, pour moi, ses portraits, c'est juste une claque. Il sait rendre le flou, le net, c'est magique. Surtout sur du tissu moiré, quoi. Enfin, en l'occurrence, là, c'était du tissu moiré, c'est sublime. Et comme toujours, quand je regarde une œuvre, donc je la regarde d'abord comme ça, et ensuite je m'oriente vers son titre. Et donc, après le travail, tout ça, je regarde le titre et je vois Betty de Rothschild. Ingres, c'est l'artiste qui s'acoquine avec les puissants. Enfin, s'acoquine. En tout cas, c'est celui qui va faire les portraits des riches, des gens qui ont de l'argent. Ingres n'a pas de problème de fin de mois. Ingres, ça se passe bien pour lui, tout va bien. Et il en faut. Par contre, personnellement, moi, Ingres, autant j'aime bien ses portraits, autant quand il fait de l'imaginaire, je le trouve beaucoup moins bon. Parce qu'il va essayer, encore une fois, de faire plaisir aux gens en pouvoir, et donc il va rentrer dans du néoclassique. Et moi, c'est un courant que je suis pas très fan, le néoclassique. Et donc, Ingres, vraiment, ce que j'aime, c'est sa technicité. Je le trouve moins bon quand il s'agit de l'imaginaire. Le deuxième dont je vais vous parler, c'est Courbet. Courbet, il vient de la province. Il monte à la capitale pour montrer que on peut être peintre de province, on peut être l'égal de ceux de Paris. Et Courbet, il a un ego comme ça. Il se dessine, il se peint, il peint très très bien également. Et c'est un provocateur. Il fréquente les milieux d'extrême gauche. Enfin voilà, c'est un militant. Au point qu'on l'a oublié pendant longtemps à cause de ses frasques militantes, quoi. Enfin, on l'a redécouvert depuis, on va dire, une 60aine d'années. Mais on a essayé de l'oublier pendant quelques temps. Et le tableau dont je vais vous parler, alors, comme il faisait souvent des tableaux qui étaient polémiques, il y en a un qui a fait beaucoup polémique, c'était son atelier, mais maintenant il fait plus polémique parce que, enfin voilà, c'était historique. Il y en a un qui continue à faire polémique encore actuellement, dont on parle encore à l'Assemblée nationale en 2018. C'est la vulve d'une femme. Les jambes écartées, les poils, tout hyper réaliste, et on voit pas la tête de la femme en question. Et comme toujours, quand on voit ce tableau, moi après je regarde le titre. Et il s'appelle « L'origine du monde ». L'origine du monde, ça pose problème, l'origine du monde, parce que c'est pas un nom, c'est pas Betty de Rothschild. On aurait vu marquer Betty de Rothschild, c'est bon, c'était plié, hop, c'était limite un portrait. Mais là, en l'occurrence, non, c'est pas le cas. C'est une allégorie, quoi. Et c'est une allégorie quasi féministe, quoi. Enfin, fait par un homme, certes, mais c'est... Et donc, ça pose problème. À l'Assemblée nationale, en juin 2018, ils se sont posé la question si c'était de la pornographie ou une œuvre d'art. Ça peut être les deux, hein, c'est pas on n'est pas soit l'un soit l'autre, hein, c'est ce que je disais au début. Enfin, on peut...
Et c'est une œuvre d'art, c'est indéniable, quoi. Enfin, mais non, il continue à se dire « Ah non, on n'est pas sûr, hein, parce que quand même... C'est ça, Courbet. Il continue à poser problème, quoi. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est Manet. Et cette fois, je vais commencer par le titre. Le titre de l'œuvre en question s'appelle l'Odalisque. L'Odalisque, ça fait référence à l'Antiquité. Manet, il a un problème, c'est pas, j'ai dit Monet ou Manet, je ne sais plus. Bon, Manet a un problème. Manet a un problème, c'est qu'il veut se faire reconnaître par ses pairs. Sauf qu'au moment où il est dans le milieu, eh ben, on est encore un peu avec le néoclassicisme, donc il fait une odalisque. Donc une femme nue sur un canapé qui se pose comme ça. Tout est très bien, tout est parfait. Il serait resté là, c'était bon. C'était validé par les pairs. Le problème de Manet, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher d'être honnête. Et donc, il a rajouté un deuxième personnage dans cette odalisque. Il a rajouté une deuxième femme. Une servante, exactement, madame. Sauf qu'elle est habillée de blanc, elle a un bouquet blanc et elle a la peau noire. Une servante à la peau blanche, on aurait pu encore considérer que c'était l'Antiquité. Sauf que là, elle a la peau noire. Donc, il a contextualisé. C'est maintenant. C'est 1850-60, c'est actuel. Qu'ont fait les critiques à ce moment-là? Ils ont regardé la toile. C'était plus une déesse qui était peinte au milieu, c'était une femme, une vraie femme. C'est quoi ses pieds? Ses pieds sont cagneux, c'est une prostituée. Et donc, ils ont descendu en flèche, encore une fois, Manet. Manet, le problème de Manet, c'est que il a interrogé la réalité, il l'a distordue dans sa manière de faire, il a changé complètement la manière de revoir la peinture et tout ça. Manet, par son honnêteté, était révolutionnaire, d'une certaine manière. Mais il ne s'en rendait pas compte, ou peut-être, on ne sait pas trop, enfin, c'est toujours compliqué avec les artistes, c'est une énigme. Et donc, il a complètement chamboulé le monde de l'art. Et moi, c'est ça que j'aime chez les artistes. J'aime la technicité de Ingres, j'aime l'aspect révolté de Courbet, et j'aime l'honnêteté de Manet. Et pour moi, un artiste, ou ce que j'ai voulu être comme artiste, j'ai voulu être tout ça. Technique, un peu révolté, et honnête, avec mon public, tout mon public. Parce qu'un public, ce n'est pas qu'une tranche de la population, c'est toute la population. Et donc, quand j'ai monté mon association, je vous avoue, hein, j'adorais l'histoire de l'art. C'était cool. Parce que d'un seul coup, je me suis mis à regarder les choses autrement. Je me suis à comprendre que l'image voulait transmettre des choses. Et donc, quand j'ai monté mon association, je me suis retrouvée à la journée des associations, à attendre que les gens veuillent bien s'inscrire à mes ateliers. Et souvent, j'avais des mamans qui voyaient atelier d'art plastique, venaient avec leur petit enfant de 4 ans, s'installaient à ma table et faisaient oh, « Vous faites des cours d'art plastique ?» Je faisais « Oui, oui, mon enfant a un don. » Alors pour vous dire, moi j'adore Albert Jacquard, donc le principe de douance, comme il explique ça, bah, moi ça me pose problème. Donc là je me retrouvais en difficulté, puisque je devais expliquer à la dame que pour moi le don n'existait pas, sinon on était sur une pente très glissante. Et en même temps lui dire que c'était pas grave. Hein. Enfin voilà, on pouvait y arriver autrement. Et donc j'avais trouvé une technique. Et donc, je faisais, excusez-moi, on va commencer tout simplement. Est-ce que votre enfant est observateur? Alors, la maman, souvent, elle me faisait, oui, il est observateur, ou elle est observatrice, oui, elle aime bien regarder et tout. Je fais, bah, c'est très bien, il ou elle a le premier outil du dessinateur ou dessinatrice, il a l'œil. Autant que l'oreille est celle du musicien-musicienne, ben... Lui, il a son œil. Et c'est très bien, parce que quand il va faire des dessins, eh ben, il va voir des choses et il va vous les retranscrire. Et vous, qu'est-ce que vous faites quand il vous montre ses dessins ou elle vous montre ses dessins? Ah ben, je trouve ça super, je lui dis et tout. Bah, très bien. C'est exactement ce qu'il faut faire. Vous faites le deuxième acte, c'est-à-dire vous l'encouragez. Ce n'est pas une histoire de don, c'est une histoire d'amour que vous êtes en train de créer. Vous lui donnez de l'amour et vous lui en donnez envie de continuer dans quelque chose qu'il aime. Et il progressera de lui-même dans le dessin.
Alors évidemment, là, je pouvais la perdre parce que d'un seul coup, elle me disait « Oui, mais alors dans ces cas-là, vous servez à quoi s'il va apprendre de lui-même à dessiner ?» Et moi, ma réponse était « Moi, je suis là pour lui développer son imaginaire. Je suis là pour lui donner un espace où il va développer ce qu'il a dans la tête. Il va avoir accès à des matériaux, à tout ce qu'il faut pour pouvoir aller plus loin dans ce qu'il a en lui et créer quelque chose parce que je développais le côté que actuellement, l'imaginaire des enfants était cloisonné. Et là, souvent, les parents étaient d'accord avec moi et j'avais droit à un nouvel inscrit ou une nouvelle inscrite à mes ateliers. Et donc, moi, si c'est passé à peu près la même chose. Ma mère m'a inscrit aux ateliers d'art plastique. Je ne sais pas si elle a fait le coup de « ma fille a un don », j'en doute, c'est pas son genre non plus. Mais en tout cas, je me suis retrouvée à faire des ateliers d'art plastique. Et donc, à progresser, et à dessiner et à faire de la sculpture avec de l'argile et tout ça. Et donc, quand est arrivé le collège, j'étais pas très passionnée par le monde merveilleux de l'école. Je faisais le minimum syndical, enfin vraiment, hein, je faisais acte de présence, j'écoutais un peu, comme ça. et ma mère était désespérée et donc elle essayait de trouver tant bien que mal un filon par lequel me faire travailler, quoi. Et un jour, elle a réussi, elle était pas mauvaise là-dedans. Elle m'a emmenée à des portes ouvertes pour une école en art appliqué. Donc c'était pour le lycée. Et quand j'ai vu l'art appliqué, j'ai fait je peux faire ça comme étude. Et maman était là, oui, bien sûr, mais chérie, c'est trop bien, c'est trop bien. Par contre, il faut que tu travailles à l'école. Bah t'inquiète. Félicitations pendant 2 ans. Elle avait bien trouvé le moyen de me booster à mort. Mais ça pose une question. Parce qu'effectivement, pour entrer en art appliqué, ça se faisait sur dossier scolaire. Pas sur dossier dessin, sur dossier scolaire. En gros, quelqu'un qui dessine extrêmement bien ou qui est passionné de dessin, qui fait que ça, s'il a un dossier scolaire mauvais, il ne sera pas pris. On ne voit pas trop le rapport. Si ça se trouve, si on le met dans une école où il va dessiner tout le temps, l'enfant se mettra à bosser, justement. Et là, ça pose problème. C'est-à-dire, on commence à empêcher certaines personnes de venir dans le milieu. On commence à fermer certaines portes à certaines personnes. Mais bon, moi, ma mère, comme elle m'avait chopé en avance, elle avait bien réussi à m'alpaguer et tout. Et donc, je me suis retrouvée à être prise en art appliqué. Et c'était cool. Et là, il y a une nouvelle chose qui s'est passée, c'est que, encore une fois, j'ai de la chance pour plein de choses. Et sur ce côté-là, ma mère est économe. Elle avait mis de l'argent de côté. Parce que quand on a reçu les listes de matériaux scolaires, sciences, ça fait ça, littéraire, ça fait ça, et puis art appliqué, ça fait ça. C'est Noël avant l'heure. Quand vous êtes enfant, c'est juste trop bien. C'est trop bien. On va acheter ça, on remplit un caddie et tout, c'est trop bien. Et t'as votre mère à côté qui se liquéfie parce que c'est elle qui va passer à la caisse. On en a eu pour à l'époque, parce que c'était encore du franc, on en avait eu pour 1500 francs. Ce qui reviendrait à peu près maintenant à 500 ou 500 € à peu près. Ce qui est énorme, quoi. Et là, c'est une deuxième, l'air de rien. Effectivement, le matériel de dessin, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Parce qu'en plus, ça, c'était que la première année. Mais la deuxième année, c'est du périssable. Donc, il a fallu qu'on en rachète. On en a eu pour 1000 francs. Et l'année d'après encore, pour 1000 francs. En gros, pour mes 3 ans d'art appliqué, j'en ai eu pour 3500 francs. Et encore une fois, moi, dans ma classe, tout le monde n'avait pas pu acheter toute la liste, quoi, parce que ça coûte cher. Vous achetez de l'encre, ok, le petit pot, ça paraît rien comme ça, maintenant c'est 10 €, mais vous achetez pas que le jaune, hein. Vous achetez le rouge, le bleu, enfin, toutes les couleurs. Enfin. Et donc, effectivement, heureusement, entre nous, on se les prêtait, donc c'était de l'échange, du partage et tout ça. Mais dans ma classe, certains n'avaient pas pu acheter toute la liste marquée dessus, quoi. Enfin, mais nous, on s'était prêté les choses et il n'y avait pas de problème. Donc, on s'en était plutôt bien sortis. Mais encore une fois, ça ferme, l'air de rien. Mentalement, des parents qui se disent tiens, maintenant ma fille, j'aimerais bien qu'elle fasse, ou mon fils, j'aimerais bien qu'il fasse ça. Ah ouais, mais ça coûte cher. On commence à se dire que ça coûte cher. Je vais boire parce que j'ai la gorge toute sèche. Et ce qui s'est passé, donc moi j'ai eu de la chance d'avoir une maman économe. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai continué mon association,
il y a 20 ans, parce que c'était il y a 20 ans, 25, ouais, 25 ans maintenant, bientôt, il n'y avait que le domaine des beaux-arts. C'était ça. Quand vous alliez acheter votre matériel de dessin, c'était les beaux-arts. Et maintenant, moi, j'avais mon association, j'avais les beaux-arts, et il y avait un deuxième truc qui s'était développé, qui c'était les loisirs créatifs. J'ai fait, beaux-arts, c'est quoi la différence avec les loisirs créatifs? J'y suis allée, et là, je sais pas, je suis mitigée, je vais vous dire. Parce que pour moi, les loisirs créatifs, ça a fait cet effet un peu comme, comment dire, comme quand vous achetez des gâteaux tout faits au supermarché, où on vous a déjà prépesé la farine, prépesé le chocolat, prépesé machin, vous n'avez plus à mélanger, rajouter ce qu'on vous a dit de lait, mettre au four et vous avez un gâteau bon. Il est ni excellent ni mauvais, il est bon. Le loisir créatif, c'est un peu ça. C'est une manière de cloisonner un peu l'imaginaire. C'est-à-dire, comment vous dire? Moi, les enfants, quand ils venaient à mes ateliers, on va prendre l'exemple de l'étoile. Ils me faisaient des étoiles comme ça avec des traits. Ils commencent tous en faisant des étoiles comme ça avec des traits, c'est plus simple. Et qui se croisent et tout, et ça fait une petite... Et moi, je les trouve super, leurs étoiles et tout. Et à chaque fois, ils me faisaient « Ouais, mais moi, je veux pas faire une étoile comme ça, je veux faire une étoile comme toi, Mélanie, je veux faire une étoile à 5 branches, comme les vraies étoiles. » Parce qu'il y a des vraies et des fausses étoiles chez les enfants. Et donc, lui, il voulait une étoile comme moi. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est que je lui apprenais à faire l'étoile. Et donc, il me faisait des étoiles à 4 branches, des étoiles à 6 branches. Il m'en faisait des trop grandes, des trop petites, des mal faites et tout ça. Puis à la fin, il s'en foutait, il faisait des étoiles à 20 branches, il faisait ce qu'il voulait et c'était bien. Il s'était trompé, il avait même réussi, et puis au final, il avait réfléchi au problème et il s'était amélioré, quoi. Et le problème des étoiles dans le loisir créatif, c'est que c'est des étoiles à 30 degrés, parfaitement exécutées, elles ne débordent pas, elles sont bien faites, ça fera un beau dessin. Ça ne fera pas un moche dessin, ça c'est sûr. Et moi, c'est des parents, ils me disent « Ah non, mais moi je veux au loisir créatif parce que, en gros, j'en ai marre du crabouillage, quoi. » Et donc, je veux un truc un peu construit. Ce que j'entends, ce que je comprends. Mais moi, en tant qu'animatrice culturelle, le loisir créatif, entre guillemets, c'est la mort de l'imaginaire, quoi. Enfin, sauf si on le détourne. Et là, c'est intéressant. Là, on peut s'amuser à détourner les petits canards, les carrés, les machins. Ça peut être intéressant. Mais dans ces cas-là, c'est une optique, c'est une logique encore plus loin, quoi. Mais c'est pas tout de suite. C'est pas un enfant de 8 ans qui peut se dire « Tiens, je vais détourner l'objet, quoi. » C'est plus compliqué. Surtout si on ne lui a pas donné les armes pour le détourner. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Pour vous donner un exemple, moi, par exemple, quand j'ai commencé à faire de l'art plastique, du dessin en faisant notre maison, c'était un peu un musée à mon travail de dessinatrice. Il y en avait partout dans la maison. Enfin, il y en avait partout. Et donc, moi, j'étais persuadée que mes parents connaissaient par cœur tous mes travaux, puisqu'ils les avaient exposés dans toute la maison. Donc, c'était normal qu'ils connaissent mon travail par cœur. C'était logique. Sauf que un jour, en fait, il se trouve que, par exemple, on avait des chats qui venaient faire leurs besoins dans notre jardin. Et je ne sais pas si vous savez, mais les chats, en fait, ils ont des lieux où ils vont faire leurs amours, les lieux de leur toilette publique, et les lieux où ils vont faire encore autre chose. Ils se déterminent. Et en tout cas, tous les chats de notre quartier avaient déterminé que notre jardin, c'était les toilettes publiques. Donc, ma mère, ça l'insupportait. Donc, elle avait essayé plusieurs moyens de les faire fuir, mais ça ne marche pas. Parce qu'une fois qu'ils ont décidé que c'était là, c'est là, quoi. Enfin, donc, notre jardin était les toilettes publiques pour chats. Et un jour d'agacement, notre mère avait ouvert la fenêtre, pris le premier objet qui lui était passé par la main et avait lancé comme ça, elle vole du chat. Et moi, j'étais à côté, j'ai fait ma tortue. Et ma mère, elle me regarde, c'était une tortue. Ouais, c'était une tortue. Bon, c'est vrai, je l'avais fait, j'avais 6 ans, et qu'elle avait un peu mal vieilli. Elle avait perdu ses pieds, sa tête, elle ressemblait à un demi-ballon de football vert. C'est vrai qu'elle avait un peu... Ouais, elle avait mal vieilli, quoi. Mais bon, quand même, quand j'ai progressé en tortue. Maintenant, je fais des belles tortues, quoi. Je gère la tortue lutte, je gère.
enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais la tortue lutte, c'est un truc de fou aussi. Enfin, c'est l'inverse des humains. Les humains, en fait, plus on vieillit, plus on a de chances de mourir. Chez les tortues, c'est l'inverse. Plus elles vieillissent et plus elles ont de chances de vivre. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est une histoire de probabilité. La tortue lutte, par exemple, quand elle sort de terre sur la plage, c'est la guerre pour elles. En gros, elles ont un objectif, c'est d'aller dans l'eau. Et là, il se trouve qu'il y a les crabes qui veulent les manger, qu'il y a les mouettes qui veulent les manger, tous les oiseaux marins qui sont là exprès parce que c'est banqué aujourd'hui et qui viennent manger de la tortue lutte, quoi. Donc les petites tortues, on les voit, elles sont là. Objectif, la mer. Une fois qu'elles sont dans l'eau, on peut se dire « Ah, ça y est, c'est fini ». Non, il y a les poissons qui sont là, il y a encore les oiseaux marins qui sont là, il y a encore les crabes qui sont là. Et donc, quand elles ont la chance de vieillir, il y a la carapace, hein. Ils font plus leur malin, les crabes, et donc elles ont plus de chances de vieillir. Et donc plus elles sont vieilles, et plus elles ont de chances à moins qu'elles rencontrent un sac plastique, mais bon, ça c'est de notre faute. Mais normalement, elles ont plus de chances de vieillir. Et nous, c'est l'inverse. Bon, moi, ma tortue, elle avait vécu 10 ans. C'est plutôt cool. Mais il y a un autre truc qui m'avait fait faire tilt. Donc, c'est ça que j'avais apprécié, c'est que j'ai progressé en tortue. Et ce qui m'a fait dire aussi un autre truc un peu bizarre que j'ai vu en faisant ma conférence gesticulée, c'est que c'est une manière, comme j'avais dit, de cloisonner l'imaginaire, le loisir créatif. Et en fait, la CIA, en fait, d'une certaine manière, il y a Arte qui avait sorti ça sur comment, en fait, les États-Unis avaient, par le biais de la CIA, avaient essayé d'infiltrer les milieux intellectuels français, allemands, anglais, italiens et tout ça. Et en fait, comment il s'y était pris, c'est qu'il s'était dit, bon, là, c'est la guerre froide, et il s'était dit, si on veut gagner la guerre froide, il faut qu'on la gagne de manière culturelle, par la pensée, par l'imaginaire, justement. Et donc, leur but, c'était d'insuffler l'état d'esprit américain à l'ancienne Europe. Le problème des États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas d'histoire de l'art. Ils n'en ont pas. Ils en ont très peu. Et donc, c'était difficile de faire venir, entre guillemets, toute l'histoire de l'art américain, puisque, en fait, c'était quasiment le même que l'Europe. Enfin, c'était même le même que l'Europe. Et donc, ils se sont dit, mince, là, c'est compliqué d'essayer de dire notre histoire est plus intéressante que la vôtre, ou ce genre de choses. Heureusement, à ce moment-là, Staline, qui était un peu un dictateur, avait une tendance à la censure. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a censuré des artistes. Et les Américains, ce qu'ils ont fait, ils ont fait aux artistes censurés, ils ont fait plasticiens, ils ont fait, mais venez, nous, on va vous exposer. Et ils ont été exposés. Ils ont été exposés en Allemagne. Ils ont commencé en Allemagne. Et là, évidemment, les gens, surtout le milieu culturel, si vous leur dites, vous avez le droit à la censure ou pas à la censure, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont plutôt opter pour pas la censure. Enfin, c'est clairement logique. Et donc, évidemment, ils ont emmené les gens petit à petit à adhérer au modèle américain parce qu'ils disaient, nous, on ne censure pas les gens, on montre tout le monde, on est comme ça, c'est la liberté. Alors ça paraît super beau sur le papier, effectivement, c'est même plutôt bien sur le papier, surtout qu'en face, en face c'était un peu... Sauf que ça a supprimé toute une manière de penser, c'est-à-dire que la manière de penser collective russe, elle a été petit à petit retirée de la mentalité. Et ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont créé des fondations. Ils ont créé des fondations artistiques en Allemagne, en France, en Angleterre, en Italie, en Amérique du Sud, au Japon. Ils ont mis tout ça en place et ensuite ils ont fait aussi des revues d'art où la CIA, qui vraiment avait infiltré le truc, enfin c'est véridique, c'est une ligne, donnait les petits mots qu'il fallait mettre dans ces revues artistiques qui étaient financées par la CIA. Et donc, comme toujours, c'est une pensée qui se développe au sein des gens, au sein des intellectuels. Ils ont essayé vraiment de mettre tous les intellectuels dans leur poche. Ils ont même essayé avec Sartre et Simone de Beauvoir. Ils n'ont pas réussi. Mais il y en a beaucoup qui ont complètement adhéré
au modèle américain, mais ce qui paraissait compréhensible à l'époque, jusqu'à ce qu'il y ait la guerre du Vietnam, où là, d'un seul coup, ils ont fait waouh, waouh, waouh. Il y en a qui ont complètement se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait avoir, et d'autres qui ont continué en se disant non, c'est pas possible. Enfin voilà. Et il y a un autre biais, et ça, c'est Aude de Kéros qui en parle, qui est développé, c'est que en fait, comment ça a réussi à petit aussi s'infiltrer, c'est que l'univers des arts plastiques se base sur le beau. Vraiment, c'est l'histoire du beau, comment on va développer le beau d'une manière ou d'une autre, d'une nouvelle manière de faire et tout ça. Et c'est comme ça qu'avaient donné tous les ismes, tous les courants avant-gardistes du début du siècle. Et ça venait de l'ancienne Europe. Et eux, ils s'étaient dit, ah, mais si on doit se baser sur le beau, et donc c'est compliqué, le beaux-arts, enfin, ils avaient pas... Et c'est là qu'un auteur... italien leur a donné les clés. Il s'appelle Pierre Restani et dans les années 60, il a changé la définition de l'art plastique et il a dit l'art plastique ne sera plus désormais qu'une représentation sociologique de la réalité. Le beau disparaissait, toute l'histoire des beaux-arts disparaissait et maintenant c'était plus qu'une expérience sociologique. Est arrivé en grande pompe l'art conceptuel et il s'est imposé comme ça. Maintenant, ce qu'on voit surtout dans les arts, dans les grosses institutions, c'est de l'art conceptuel. C'est des grandes sculptures où souvent on ne comprend pas bien ce qu'on... C'est du concept, hein, c'est de l'idée. Les autres arts, ils existent toujours, comme le dit Aude de Kéros, hein, ils existent toujours, les arts de l'illustration, les arts du paysage, enfin, ils existent toujours, les surréalistes, ils existent toujours. Sauf qu'ils sont complètement... C'est vraiment le principe de l'iceberg, c'est-à-dire il y a l'art conceptuel et sous l'eau, il y a les autres arts, mais on n'en parle pas. Mais ils existent toujours. Ils sont toujours là. Ils sont toujours représentés par d'autres artistes, mais qui sont complètement invisibilisés. Voilà. Et donc, le fait, encore une fois, de cloisonner l'imaginaire des gens en leur montrant des choses, des formes parfaites, parce que l'art conceptuel, c'est une idée parfaite et tout ça, et c'est des formes souvent lisses, et ben ça joue de ça aussi. Et donc, moi, quand je suis arrivée en art appliqué, j'ai passé mon art appliqué, j'ai continué là-dedans. Et j'ai fait, après, comme je n'ai pas réussi mes concours, c'est quelque chose de récurrent chez moi, je n'arrive pas à faire mes concours, et je me suis retrouvée en prépa d'art. Et prépa d'art, une prépa d'art, actuellement, il est difficile de rentrer en école d'art sans avoir fait une prépa d'art. Ils essayent de réfléchir à comment faire autrement, mais une prépa d'art, ça formate pas mal les gens. Et moi, à mon époque, quand j'avais fait la prépa, j'avais eu de la chance, quand je vous dis que j'ai de la chance, j'avais mes grands-parents, ils avaient fait une petite cagnotte de côté pour me payer mes études. Ma sœur aussi et tout. Ma sœur a fait l'ESSEC et moi j'ai fait donc une prépa d'art. et à l'époque, ça coûtait 25 000 francs. Ce qui est pas mal pour une année. Mais c'était une super école. C'est toujours l'une des meilleures écoles de prépa de France. Hein. Beaucoup de gens qui vont dans les grandes écoles d'art en France sortent de la prépa que j'ai fait. C'est les ateliers de Sèvres, c'est l'une des meilleures. Enfin, vraiment... Ils sont excellents. Enfin, sur 80 ou 90 personnes qui sont prises aux Arts Déco, sur 3000 personnes qui se présentent, il y en a 20 qui viennent des ateliers de Sèvres quasiment. C'est énorme. Enfin, c'est énorme. Et donc, c'est vraiment cette école, elle est super. Sauf que maintenant, enfin, c'est plus 25 000 francs, hein, ça aurait été 4 000 euros sinon. Non, maintenant, c'est 9 000 euros. C'est-à-dire que moi, à mon époque, il y a des gens, ils travaillaient pendant une année et puis ils se payaient la prépa d'art. Maintenant, je trouve que c'est difficile de travailler pendant une année à Paris pour mettre de l'argent de côté, 9 000 euros pour payer sa prépa d'art. Enfin, c'est compliqué. Là, encore une fois, on retombe dans le même schéma que le matériel de dessin, ça coûte cher. C'est encore une manière d'accepter qu'une classe sociale. Une classe qui a de l'argent ou qui a réussi à mettre de l'argent de côté. Enfin, les précaires, encore une fois, sont exclus de ce milieu-là, quoi. Et donc, moi, il s'est trouvé qu'en faisant cette prépa, j'ai fait de l'art appliqué et de l'art plastique. Et est-ce que vous savez la différence entre les deux? Alors, l'art appliqué, depuis tout à l'heure, je vous parle d'art appliqué, vous dites, elle est gentille, mais qu'est-ce que c'est? L'art appliqué, c'est l'art appliqué
à l'industrie. C'est le design, c'est le stylisme, c'est les arts graphiques, enfin voilà, enfin c'est la publicité, enfin voilà. C'est un autre nom, ça s'appelle de la communication visuelle. Et l'art plastique, pour vous donner un exemple, un monsieur que j'aime beaucoup, c'est Gilles Deleuze. Dans une de ses conférences, il appelle ça, il fait une conférence sur qu'est-ce que l'acte de création. Et justement, il va opposer la communication à l'acte de création. Et l'acte de création, il explique après ce qu'est la communication. Et comme je vous ai dit, l'art appliqué, c'est l'art. C'est de la communication visuelle. C'est la publicité. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien que vous compreniez. C'est quelque chose qu'on a tous les jours, qu'on nous envoie comme ça des petits signaux régulièrement quand on va dans les magasins, dans ce genre de choses. Enfin, c'est du merchandising, c'est tout ça. Enfin, vraiment, c'est de la communication visuelle. Et Monsieur Gilles Deleuze, quand il explique ce qu'est la communication d'une manière générale, il dit la communication, en fait, c'est un ensemble de mots d'ordre. C'est quelque chose qu'on nous intime de croire. On n'est pas obligé de le croire. Typiquement, quand M. Castaner nous dit qu'il n'y a pas de violence policière, c'est son point de vue, c'est quand même le ministre de l'Intérieur. Il nous intime de croire qu'il n'y a pas de violence policière. On le croit ou on ne le croit pas, mais c'est quand même une injonction à le croire. Et donc, M. Gilles Deleuze continue en disant ça. Et donc, cet ensemble de mots d'ordre, en gros, c'est un système de contrôle. C'est un moyen de contrôler les gens. Donc quand on sait qu'on va dire que 90% de la publicité en France est détenue par les 100 familles les plus riches de France, c'est-à-dire qu'en gros, d'une certaine manière, ces 100 familles vont nous indiquer comment ils souhaitent, ou tout au moins, un ensemble de mots d'ordre aimerait que vivent les gens. C'est pour ça la publicité, moi je regarde vraiment les publicités. Je ne les fais pas juste effleurer, je regarde les publicités, je regarde comment elles sont faites, je les analyse. Parce que c'est comme ça qu'on peut les déconstruire. C'est pour ça que l'image est très, très, très tendancieuse. Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qui passe comme ça tout le temps devant nous. On s'en rend presque pas compte. Et à ça oppose M. Gilles Deleuze l'acte de création. Il dit qu'est-ce que l'acte de création ? Qu'est-ce que l'acte de création a à voir avec la communication ? Et il dit rien. Rien. L'acte de création n'a rien à voir avec la communication, ou si d'une certaine manière, parce que c'est toujours la manière dont il parle, il dit ou si d'une certaine manière il a à voir la communication. Mais en fait, il dit parce que l'acte de création ne communique pas. Elle montre quelque chose, mais elle ne communique pas une information. Il dit l'acte de création, si on devait le décrire, ce serait un acte de résistance. Et là, il reprend les mots de Malraux et il dit l'acte de création serait un acte de résistance parce que Malraux, quand il décrit les œuvres d'art, il dit que c'est des choses qui résistent à la mort. Et il dit il suffit de voir les grottes de Lascaux, il suffit de voir les œuvres qui perdurent malgré la mort de leurs auteurs pour se dire que c'est une plutôt bonne réponse de la part de Malraux. Là, on parle de philosophie. Gilles Deleuze, il est philosophe. Et donc, c'est vraiment une analyse philosophique de la chose. Et donc, il dit, mais vous me direz, l'acte de résistance, ce n'est pas juste créer. Il dit l'acte de résistance, c'est comme les deux faces, c'est une pièce de monnaie. D'un côté, c'est l'acte de création et de l'autre côté, c'est la lutte des hommes face à cette résistance, face à l'acte de résistance. Et donc il dit, et moi ce que j'aimerais, c'est que ces deux faces d'une même pièce s'unissent. C'est-à-dire que l'acte de résistance devienne acte de création et lutte des hommes. Et moi je trouve que à ce moment-là, je rejoins les propos de Gilles Deleuze parce que il y a une œuvre qui, à mes yeux, fait sens dans ce caractère-là. C'est l'œuvre de Picasso, Guernica. Toutes les personnes que j'ai vues qui n'aiment pas Picasso, parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas Picasso, mais qui ont vu Guernica, reviennent en me disant « Non, mais j'ai eu des frissons. Je n'aime pas Picasso, mais en voyant Guernica pour la première fois, j'ai eu des frissons, Mélanie. Tu te rends compte ?»
ça prouve bien que ça marche, en fait, je dirais d'une certaine manière. Que à ce niveau-là, Deleuze, il avait raison, en fait, je trouve. C'est-à-dire que quand d'un seul coup, parce que Guernica, c'est quand même le massacre d'un village par les fascistes. Et une petite anecdote, parce que c'est toujours drôle avec Picasso, c'est qu'à ce qui paraît, il y a un soldat allemand nazi était venu voir Picasso, il lui a dit « C'est vous qui avez fait ça ?» en montrant le tableau de Guernica. Il a fait « Non, c'est vous !» Picasso. Et donc, voilà, c'est Picasso, par son engagement, avait créé cette œuvre qui fait encore sens maintenant et qui est vraiment une preuve, à mes yeux, que quand la lutte des hommes et l'acte de création s'unissent, il y a quelque chose de fort et de puissant qui peut être généré. Et donc, pour ça, cloisonner l'imaginaire, encore une fois, c'est une manière de contrôler, d'empêcher. Et donc, moi, encore une fois, après mon année de prépa, j'ai loupé encore mes concours. Donc, je me suis retrouvée aux Beaux-Arts de Bourges. Alors, il faut bien comprendre que maintenant, pour passer les concours, il faut payer. À l'époque, moi, il ne fallait pas payer pour passer les concours. Mais maintenant, il faut payer. Donc, encore une fois, un étudiant qui veut passer comme moi 5 concours, comme je l'ai fait à l'époque, il doit dépenser à peu près environ 300 €. En fin d'année, c'est un peu rude pour un étudiant. Mais moi, à l'époque, j'en avais rien, zéro. J'avais fait mes concours, toc, 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 et au final, j'avais été pris aux Beaux-Arts de Bourges. J'avais été pris aussi aux Beaux-Arts de Toulouse, mais j'avais choisi Bourges, parce que Toulouse, c'était une école régionale, et Bourges, c'était une école nationale. Donc, c'était mieux, quoi, en termes de notoriété, quoi. Enfin, voilà, toujours un peu quand même. Et en fait, j'ai un concours de circonstances, c'est qu'à l'époque, les Beaux-Arts de Bourges, ils avaient du mal à se remplir. Et donc, ils avaient besoin de 2 sessions pour remplir une classe de 30 élèves. Et on me dirait, c'était pourtant pas compliqué. Mais pour eux, si à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup, malgré tout, de notoriété, donc ils avaient besoin de 2 sessions, une au mois de juin et une au mois de septembre, pour remplir une classe de 30 élèves. Et moi j'avais fait celle du mois de septembre et j'avais été prise. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, ils remplissaient la classe avec tout et n'importe qui, quoi. J'ai été prise, quoi. Enfin, c'est que vraiment, ils avaient pris tout et n'importe qui, quoi. Ils avaient même pris un mec qui venait de banlieue parisienne, enfin de banlieue, avec un patronyme maghrébin. Fallait oser à l'époque, hein, enfin, je vous avoue. Hein. En plus, il faisait des graphes dans la rue. À l'époque, c'était pas tendance, hein, dans les années 2000, de faire des graphes dans la rue. C'était des hooligans qui faisaient ça, quoi. Et lui, il l'avait pris, quoi. C'était pas Banksy, quoi. Enfin... non. Donc, en fait, ce qui fait qu'on s'était retrouvé avec une école plutôt hétéroclite. Vraiment hétéroclite, c'est-à-dire que c'est ça qui était intéressant, c'est-à-dire que moi je me suis retrouvée aux Beaux-Arts de Bourges avec plein de gens de tous les milieux. Et ça a été super. On s'est mélangés. J'ai rencontré des... Enfin, c'était super. Enfin, comment vous expliquer? Moi, un de mes auteurs préférés, c'est Alain Damasio. Et une de ses œuvres préférées, d'une des œuvres que je préfère de lui, c'est La Horde du Contrevent. Bon, en même temps, il n'en a pas fait beaucoup, hein, donc vous avez le choix. Hein. Maintenant, il en a fait 3. Hein. Il y a un mois, il en avait fait que 2, donc là, il en a 3. Et moi, celle que j'ai adorée, enfin, je les ai toutes adorées, enfin... Et La Horde du Contrevent, dedans, il aborde la pédagogie au travers de 2 personnages. L'un, c'est un autoursier et l'autre, c'est un fauconnier. Et le fauconnier, il représente, dans ce livre, il représente, on va dire, la pédagogie méritocratique. C'est-à-dire... parce qu'en fait, le faucon, faut bien comprendre ce qu'est visuellement un faucon. C'est un oiseau de haut vol. C'est l'un des animaux qui va le plus vite. Enfin, je crois qu'il a des pointes à 300 km/h, quoi, et d'une agilité hors pair. Il fait des pics. Voilà, et c'est celui qui va le plus haut, le plus vite. Enfin, comme ça. Et puis moi, j'avais vu des reportages sur les faucons
Et c'est un peu agressif, un faucon, enfin surtout le faucon pèlerin en l'occurrence, quand j'avais vu le reportage, parce que ce qui s'est passé, c'est que elle vivait, enfin entre guillemets, c'était une fauconne, je sais pas comment on dit, je sais pas comment on dit. Bon, en tout cas, bon, c'était la femelle du faucon. Et donc elle était là en train de surveiller les alentours, et là, mais à 300 mètres. 300 mètres, hein, c'est loin quand même. Il y a 5 pélicans qui passaient comme ça. Elle les a vus. Elle s'est dit, vous êtes dans ma zone de territoire. Là. Elle est allée. Les 5. C'est super agressif. Alors moi, je me suis dit, ah ouais, c'est parce que c'est la méritocratie, c'est normal et tout ça. Enfin, c'est une mauvaise foi, mais bon, c'était même... Et à côté de ça, il l'opposait dans Damasio, il l'opposait avec l'autoursier. Et donc, c'est un autour des palombes. Et l'autour des palombes, je ne sais pas si vous connaissez cet oiseau. C'est un oiseau de bas vol. C'est un oiseau qu'on trouve dans les forêts. Et c'est un super volant. Il vole super bien. Il est étudié par les scientifiques pour son vol parce que... il fait ce qu'il veut avec ses ailes. Hein. C'est-à-dire, bon, logique, il vole comme ça, il s'est volé comme ça, il s'est volé comme ça, et il s'est même passé dans des petites... Enfin, ça, c'est quand quand les scientifiques s'amusent avec les animaux, ils les mettent dans des conditions un peu étranges. Et là, il l'avait fait passer dans un tuyau long comme ça et trop comme ça. Et en fait, il a réussi à passer... Enfin... sans perdre une seule... sa vitesse initiale, il l'a gardée du début jusqu'à la fin, quoi. Il est un obus, quoi. Enfin, il est d'une fluidité, il va partout, il expérimente sans cesse son vol, quoi. Et il est dans la horde du contrevent, il est libre, enfin, c'est l'oiseau libre, quoi, par excellence. Et ben moi, pour vous expliquer, quand j'étais au Beaux-Arts, j'étais un autour. J'ai expérimenté, je me suis éclatée, je me suis documentée, j'ai encore plus aimé l'histoire de l'art, j'ai lu des bouquins que j'aurais jamais cru que je lirais à l'époque, enfin vraiment, enfin intellectuel et tout, enfin parce que moi je me considérais absolument pas là-dedans. J'ai adoré, enfin je me suis clairement émancipée culturellement, quoi. Et c'était hyper intéressant. On va faire et j'ai découvert un truc trop bien aussi, c'est les vernissages. C'est trop bien les vernissages. J'ai une petite question à poser à vous, public. Qui parmi vous, s'il voit des gens dehors en train de boire du vin rouge, manger des cacahuètes, qu'à l'intérieur, il y a l'air d'avoir des tableaux, des sculptures, ou voilà, qui se dit, tiens, une expo d'art, et c'est un vernissage, je vais y aller. Qui parmi vous se dit, tiens, je peux aller boire un verre et manger des cacahuètes en regardant 2. On sera 3. Si je ne suis pas invitée, je n'y vais pas. C'est gratuit. Vous êtes... C'est bien, une invitation. Voilà, vous n'avez pas reçu une invitation. On peut rentrer alors. Mais complètement. Je suis comme la dame, même si je ne suis pas invité. Mais j'ai peur qu'on me dise, monsieur, oui, pardon. Qu'est-ce que vous faites là ? On va faire la pause vernissage. Alors maintenant, autre petite question. Qui parmi vous sont des personnes courageuses qui seraient susceptibles de faire un petit dessin que je vais montrer devant tout le monde et qu'ensuite on va analyser de manière culturelle, avec tout un discours culturel actuel. Monsieur ? Alors vous inquiétez pas pour ceux qui n'osent pas, hein, dans n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Vous inquiétez pas, quoi que vous dessiniez, ce sera bien. C'est ce de l'art. Et ce sera bien. Alors, il faut une deuxième personne. De rien. Alors, le vernissage. Donc vous nous dites typiquement, si je ne suis pas invitée, j'y vais pas. Qui d'autre est là-dedans ? Pourquoi ? Parce que vous vous sentiriez pas à notre place. Pas à votre place, d'accord. C'est très guindé. Guindé ? Bon, moi, je suis pas guindé. J'y vais dans les vernissages.
Ah, c'est rarement du champagne. Hein. C'est ça, c'est vraiment un vernissage de la haute hein, que vous avez. Non. C'était champagne à chaque fois. Ah, moi, vernissage que j'ai fait la plupart du temps, c'était vin blanc et cacahuètes. Hein. Bretzel. Ça, c'est vraiment quand il y a du budget, il y a des bretzels. Attendez, bon, je les récupérerai tout à l'heure, vous inquiétez. Comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Bah, vous savez que ce que vous êtes en train de me dire, il y a un monsieur qui l'a étudié en sociologie. Il est un peu connu et réputé dans son domaine. C'est monsieur Pierre Bourdieu. Il a appelé ça la violence symbolique. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui nous bloquons pour aller dans certains lieux. Il parle en l'occurrence des musées, il parle des vernissages, il parle aussi des boutiques d'art de luxe, de boutiques de luxe. Parce que même si on a le droit d'y rentrer, les gens s'interdisent de le faire parce qu'ils ne se sentent pas à leur place, pas invités. Certains disent bah, « je ne saurais pas quoi dire si on me pose des questions ». Parce que en fait, tout ça, entre guillemets, je trouve que ce que je dis, c'est que le terme violence est très bien et judicieux parce qu'en fait, on nous fait croire que, mais si, vous avez le droit de rentrer. Regardez, la première chose qui dit, si, vous avez le droit de rentrer, c'est gratuit. Moi, je le fais. J'y vais même avec mon enfant de 2 ans qui hurle à la mort. Il n'y a pas de problème, j'y vais et je vais boire du vin et manger des cacahuètes en regardant des œuvres que j'aime ou que j'aime pas. Ça n'a aucune espèce d'importance. Habillé comme n'importe comment. Ça ne pose aucun problème. Vous pouvez parler art, vous? Oui ou non. Enfin, avec mon enfant de 2 ans, je vous assure que c'est difficile de parler art. Mais il n'y a pas vraiment, en fait... Comment... Ça tombe parfait. Vous êtes ma transition. J'ai le discours culturel, par excellence. Je l'ai vu dans une émission d'Arte. C'était le directeur du Palais de Tokyo face à une artiste contemporaine qui exposait dans ces lieux. Ils étaient dans l'œuvre de l'artiste en question qui était une cabane de transhumance refaite en matière en résine époxy, une couleur un peu translucide comme ça. Voilà. Ils étaient dans l'œuvre en question puisqu'ils étaient dans la cabane et devant face caméra, ils se sont mis à parler art. Et j'ai noté. Parce que c'était vraiment du pain béni pour moi. C'était parfait pour ma conférence, quoi. J'ai fait yes, yes. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Hein. Voici le discours. Hein. Donc normalement, on est face à une artiste et un ponte du milieu, quoi. Donc le directeur. Cette cabane, c'est un peu comme une maison de thé au Japon. Alors je vous ai dit, hein, c'était une cabane de transhumance. Normalement, elle était au nord de l'Europe. Donc maison de thé au Japon. Elle évoque à la fois la vie simple et la perfection de cette simplicité. Réponse de l'artiste. Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas oublier la dimension magique. Et je veux que la cabane fabriquée dans cette nouvelle matière véhicule une nouvelle expression de cette magie. Réponse du directeur. Oui. L'artiste reprend. C'est à la fois autre chose, tout en restant la même chose. Réponse du directeur. Lorsque vous parlez de magie, vous voulez dire la force que l'art donne à la cabane? Réponse de l'artiste. Oh oui. Oui. Avec la pensée. Vous voyez, 3 lignes, vous avez compris qu'il fallait dire oui. Hein. Enfin, c'est pas compliqué. C'est ça. En gros, typiquement, si vraiment on vous piège devant un tableau et qu'on vous demande ce que vous en pensez, main derrière le dos, sauf si vous avez une petite... vous faites oui, avec la pensée. Nickel, et ça passe super, hein, je vous assure. Moi, des fois, je m'amusais parce que, bon, évidemment, maintenant, je le fais plus trop, mais des fois, je finissais bien dans les vernissages. Et j'ai eu le droit une fois à un vernissage, c'était vin rouge, pain campagnard et camembert. Et le must.
le must. Hein. et donc ce jour-là, j'avais vraiment fini. Et donc j'étais là, oui, j'adore ce que fait l'artiste. Je faisais exprès de prendre des grandes voix comme ça et tout. Et les gens m'écoutaient et tout. Non mais vraiment, ça marche nickel. Hein. Enfin, c'est pas qu'ils y voient que du feu, mais on est dans un monde où les gens, ils sont heureux qu'on soit là. Enfin, et c'est bien. Et comme je vous disais, il n'y a pas de mal. C'est bien, on est bien. Après, il se trouve que moi, je fais aussi des vernissages. Je fais aussi des expositions. Et comment dire, savoir que si vous voyez qu'il y a un vernissage et que vous ne rentrez pas dans mon exposition, bah moi, ça me poserait problème. Parce que certes, on ne se connaît pas, donc on n'est pas amis Facebook, donc je ne peux pas vous dire vous êtes invité et tout. Et donc savoir que vous ne rentreriez pas pour voir mon travail, bah moi, perso, ça me pose problème. Parce que si en gros, comme je vous l'ai dit au début de la conférence, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me confronter à tous les publics, pas que un public. Et donc... c'est un peu comme la cigale et la fourmi, c'est quelque chose qu'on nous a insufflé depuis qu'on est tout petit, quoi. C'est quelque chose qu'on nous a dit depuis qu'on est tout petit, qu'on n'est pas fait pour ce milieu. Moi, je suis une cigale, hein, clairement, je suis une cigale. Et qu'est-ce qu'on a dit aux gens, travailleurs et tout ça bah, vous fermez la porte à la cigale, quoi. Vous la laissez pas rentrer. Ou vous n'allez pas franchir cette porte du vernissage pour aller la voir, enfin... Parce que, je ne sais pas si vous connaissez les fourmis. Les fourmis, c'est les premières à avoir fait de l'élevage, c'est les premières à avoir fait de l'agriculture, avant même les humains. Elles sont trop fortes, quoi. Mais les cigales, est-ce que beaucoup savent comment fonctionne une cigale ? Les cigales, en fait, c'est assez fou parce que quand je cherchais sur Internet, une fois, j'ai vu comment fonctionnait une cigale. J'ai été estomaquée parce que c'était assez dingue. Une cigale, en fait, donc ça sonne, ça sur son arbre en été. Et ça invite la femelle à venir. Donc, ils font leur affaire. La larve... La femelle va pondre, elle fout la larve, puis mince, que c'est un nom, c'est pas une chrysalide, c'est... c'est un nom, c'est une nymphe. Va mettre la nymphe. La nymphe va mettre 3 à 5 ans avant de sortir de terre. Oui, on s'y attend pas. Et pourquoi ça met autant de temps ? C'est parce que, en fait, ça dépend de la qualité de la terre. Les cigales, en fait, c'est quasiment des facteurs écologiques, quoi. Parce qu'ils ont découvert des cigales qui étaient restées 15 ans dans la terre. Et plus la terre est de mauvaise qualité, et plus il reste longtemps. Donc 15 ans, je ne vous raconte pas dans quel état devait être la terre, quoi. Et donc, une fois qu'elle est restée comme ça à maturer pendant 3 à 5 ans, elle sort et pouf, elle se refout sur le même arbre s'il n'a pas été détruit. Et pendant 30 jours. Et moi, une exposition, quand je fais une exposition, ça dure 30 jours. Et des fois, les œuvres que je fais, elles ont maturé pendant longtemps. 2 à 3 ans. Véridique. Donc je me sens réellement cigale. Et donc si on loupe ce coche, si on ne peut pas venir se rencontrer à un moment où vous rentrez vous poussez la porte et vous venez parler avec moi, comment voulez-vous qu'on se rencontre, quoi ? Comment voulez-vous que moi je vienne vous dire ouais, j'ai créé cet imaginaire-là, qu'est-ce que vous en pensez ? J'aime pas, j'aime bien, et que je recrée ce que j'ai vécu aux Beaux-Arts, ce moment de grande discussion, quoi. Donc je sais, c'est difficile, mais je vous en supplie, faites-moi une promesse. Non. C'est sûr, c'est facile. Maintenant, c'est facile de faire une promesse. Mais allez-y avec un ami, une amie, et la prochaine fois que vous venez, vous vous dites « Ah tiens, il y a un vernissage, on y va. » Main derrière le dos, oui, vin blanc, cacahuètes, bretzel si c'est génial, et vraiment essayez, vraiment, il n'y a rien de mal qui se passe. Je sais que c'est super difficile. Moi, j'ai eu 5 ans pour m'entraîner quand même. Donc, c'est vrai que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et puis, c'est un peu facile de moi vous faire la leçon maintenant comme ça, sachant qu'il y a un gars quand même qui appelait ça de la violence, quoi. C'est difficile. Mais c'est pour des artistes comme moi, vraiment, si on pouvait arriver à squeezer ce truc-là, ça serait vraiment top, quoi. Voilà. Alors, la pause vernissage est quasiment finie. Je vais récupérer les dessins. Hop. Donc, je vais prendre le feutre aussi. Hop. Avez-vous signé ? Non ? Non ? D'accord. Donc, ils n'ont pas voulu signer. Comme c'est moi qui ai eu l'idée, je vais signer.
Ah oui, hein. Faut pas déconner. Surtout qu'on les vend à la fin, hein. Et que bon, hein, c'est toujours ça de gagner, hein. D'accord. Alors maintenant, on va faire le dernier petit discours artistique. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Hop, je prends mes notes. Parce que... Hop. Voilà. Attention. Hop. Analyse. Nous pouvons observer au travers de cette œuvre tout le travail du noir et du blanc, de la lumière et de l'obscurité. On y voit l'opposition, mais également l'union. L'artiste cherche à toucher le moi sensé et sensible, vivant dans la chair du tout, en soi une recherche de l'être et le devenir du jeu. Eh, ça marche, hein? Allez. Reanalyse, vous allez voir, ça marche. Nous pouvons observer au travers de cette œuvre tout le travail du noir et du blanc, de la lumière et de l'obscurité. On y voit l'opposition, mais également l'union. L'artiste cherche à toucher le moi sensé et sensible, vivant dans la chair du tout. En soi, une recherche de l'être et le devenir du jeu. Ça marche, hein? Oui, voilà. C'est pour ça que je veux que vous veniez dans les vernissages. J'en ai marre de ces discours creux, moi. Je veux des vrais échanges. Merci, s'il vous plaît. Donc, je vais poser ça. Je vais boire un peu encore. Donc, moi, après avoir fini la pause vernissage, après avoir fait les beaux-arts, j'ai eu la case directe Pôle emploi. Direct. Donc, je me suis retrouvée au Pôle emploi. Et là, il s'est passé un moment assez magique. C'est le moment où vous vous retrouvez face à une jeune dame du Pôle emploi qui ne connaît pas encore tous les rouages du Pôle emploi et qui essaye de vous trouver des cases à cocher. Et donc, moi, j'étais venue avec mon petit CV, bravo art plastique, qu'elle a adoré. Elle a regardé, oh, c'est génial, vous faites des trucs superbes. Et après, elle a fait, bon, c'est pas tout ça, mais bon, vous avez fait quoi comme école? J'ai fait les beaux-arts. Alors, les beaux-arts, beau. Je trouve pas. C'est art. Je trouve pas. Art plastique, parce que non, non, laisse tomber. J'ai passé le BAFA, j'ai fait animatrice. Ah, vous avez été animatrice, nickel, poc, j'étais animatrice. Voilà. Je n'avais pas fait les beaux-arts, elle avait eu du mal à savoir où me positionner. Depuis, je sais que ça existait, mais j'étais tombée de ce fait sur une novice qui n'avait pas du tout su m'orienter comme il fallait, et donc je m'étais retrouvée animatrice. Donc c'était compliqué de trouver des débouchés. Bon, déjà, de base, c'est difficile de trouver des débouchés dans l'art, mais alors là... Donc, et puis ça l'a arrangé que je sois animatrice, quoi. Bon. Donc, ce qui s'est passé, c'est que par moi-même, j'ai trouvé du taf et je me suis retrouvée à être embauchée en CDI et pouvoir payer mon atelier chaque par mois. Et donc, tous les soirs après mon taf, j'allais dans mon atelier tous les soirs jusqu'à 1h du matin. Je continuais à travailler et je collais sur la devanture de mon atelier les travaux que je faisais. À l'époque, je n'avais pas lu Pierre Bourdieu et la violence symbolique, donc j'étais persuadée que des gens allaient faire toc, 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 bonjour, j'adore ce que vous faites, mais vraiment, c'est super. Non, ça ne s'est jamais fait. Ces gens ne sont jamais venus dans mon atelier. J'ai été obligée de les traîner en disant, mais si, t'inquiète, il y a du vin blanc et des cacahuètes, viens voir mon travail. Bon, ça se passait bien quand même, parce que c'était quand même des amis qui venaient voir mon travail. Et il s'est trouvé que j'avais un autre moment c'est que quand même, j'étais artiste plasticienne ou artiste-auteur dans les textes de loi. Et donc, je m'étais dit, je vais aller revendiquer mon statut, quoi. Donc, j'ai débarqué à la Maison des artistes avec ma première œuvre vendue à ma sœur, ici présente, qui m'avait dit je ne te payerai que si tu fais une facture.
Et donc, moi, j'ai débarqué et donc, je savais que pour faire une facture, il fallait que j'aie mon numéro d'artiste. Et là, ils m'ont dit, oui, mais pour avoir votre numéro d'artiste, il faut que vous ayez déjà fait une facture. Alors, je les avais vus venir. Et puis, on m'avait dit aussi que ça existait, que c'était ça, le truc. Donc, j'avais mis mon numéro d'immatriculation sociale pour qu'ils soient sûrs que ce soit moi. On peut mettre maintenant numéro en cours de validité. Donc ça marche aussi maintenant pour faire sa facture. Et donc je l'avais vendu quand même, mon œuvre, 150 €. J'étais fière de moi. Et donc j'arrive comme ça avec ma facture et tout ça et, à la maison des artistes et ils me disent oui, alors vous avez le choix entre deux choses. Soit vous avez juste le numéro d'artiste et vous continuez à pouvoir faire des factures, mais bon, vous cotisez pas pour la caisse des artistes auteurs, ou soit vous êtes artiste-auteur et donc vous cotisez et voilà. Et moi j'étais plutôt la deuxième solution, mais c'est pourquoi il y a deux choix. Elle fait parce que en fait, vous comprenez, si vous cotisez pour la caisse des artistes-auteurs, il faut quand même vendre 5 000 à 7 000 € d'œuvres par an. Alors, pour tout vous dire, on était au mois de juin, j'en étais à 150 €, vendu à ma propre sœur. Je me suis dit, ça commence à être un peu compliqué, les 5 000 €, tu vois, parce que j'avais quand même opté pour la tranche basse, basse, 5 000 €. Non, j'ai juste gardé le numéro d'artiste. Voilà, donc moi, j'ai pas cotisé. J'ai des amis qui sont artistes-auteurs, qui me disent que effectivement, d'un point de vue, c'est plutôt bien d'un point de vue protection et tout ça, c'est plutôt un bon statut, mais qu'ils ont régulièrement peur de se faire radier parce qu'il y a plein de choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, sous peine d'être radiés en fait. Et ça peut arriver d'un mois sur l'autre, quoi. Et donc, il y a ce côté un peu stressant, en fait, du statut. C'est-à-dire, vous faites des ateliers d'art plastique pour les enfants, c'est pas considéré comme faire de l'art pour les enfants. Par contre, si vous travaillez pour un artiste contemporain reconnu, c'est-à-dire vous êtes sa petite main, si, ça c'est bon. C'est bon, ça c'est reconnu. D'ailleurs, moi j'avais vu de là où j'ai retiré le discours entre l'artiste et c'était un reportage qui était passé sur Arte. Et moi j'avais dit, et ça s'appelait Les petites mains de l'art contemporain. Et je m'étais dit, Arte, c'est quand même ceux qui dénoncent le nucléaire, c'est ceux qui dénoncent plein de choses, quoi. Enfin, je m'étais dit, ils vont mettre les pieds dans le plat, ils vont dire que c'est un statut petite main d'artiste contemporain, c'est pas top. Enfin voilà, je m'étais dit, ouais, super et tout. Non, pas du tout. Ils étaient hyper consensuels. Ils ont dit, oui, c'est très bien d'être artiste contemporain. Enfin, tout le monde était content d'être petite main d'artiste contemporain. Même l'artiste en lui-même disait, oui, c'est normal que ce soit moi qui sois reconnu puisque c'est moi qui ai eu l'idée. Oui. Vous trouvez ça honnête ? Entre nous. Monsieur, vous appelez comment ? Ça, c'est plus honnête. Si vous regardez les œuvres d'art contemporaines actuellement, madame, votre nom, hein ? Lydia. Avec un grec ? Oui, j'ai eu peur. Et Mélanie. C'est ça une œuvre commune. C'est comme ça qu'avant d'ailleurs ça fonctionnait. Avant que le statut d'artiste devienne, que le mot artiste naisse, c'était des artisans. Le mot artiste arrive au XVe siècle. La Renaissance italienne. Pendant la Renaissance italienne. Il arrive pendant la Renaissance italienne. Le mot d'artiste arrive pendant la Renaissance italienne. Pourquoi ? Parce que une nouvelle classe bourgeoise arrive. Ils se mettent à vouloir des œuvres. Et donc, ils se mettent à vouloir posséder des œuvres faites par un artiste. La signature naît à ce moment-là. Les artistes se mettent à signer. Ils ont toujours des ateliers, ils ont toujours des gens qui vont faire un peu avec eux, mais il y a quelqu'un qui va apposer une signature et mettre donc entre guillemets un label. Et donc, voilà. Nous, les artistes, il faut bien que vous compreniez, on est cotés. On a une cote. Comme les chevaux. D'accord ? Bon, moi, je ne suis pas chez les chevaux, je suis plutôt chez les mulets. Mais
Mais c'est vachement bien les mulets. Enfin, les ânes, moi j'adore. Enfin, c'est parce que j'ai parlé avec comment ça s'appelle, un éleveur d'ânes. Et il m'a expliqué que les ânes, c'était grégaire, mais il n'y avait pas de chef. En fait, chez les ânes et les ânesses, du jour au lendemain, ils changent de chef. C'est-à-dire, un jour, il y a un du troupeau qui fait, ou un ou une du troupeau qui fait « Eh, on va aller là », bah, tout le monde fait « Ok ». Puis le lendemain, c'est un autre qui fait « Eh », ou une « Eh, on va aller là-bas ». Tout le monde fait « Ok ». Pas de problème, ça se passe très bien, il n'y a pas de chef. Et ça se passe très bien. Donc moi, je suis plutôt contente d'être du côté des ânes. Mais bon, chez nous, chez les artistes, bah non. Ils ont des cotes. Il y en a qui ont des belles cotes, hein, je peux vous assurer. Et tout ça, en fait, c'est parce que le milieu de l'art, c'est un milieu très pécunier. On fait beaucoup d'argent avec l'art conceptuel actuellement. Pour vous dire à peu près, une œuvre très connue, les chiens ballons de Jeff Koons. Vous voyez les chiens ballons de Jeff Koons, voilà. Bon, c'est un peu l'œuvre de référence actuellement pour savoir à peu près la cote des nouveaux riches. Ils achètent un chien ballon de Jeff Koons pour dire hey, je suis rentré dans le milieu. Et actuellement, les chiens ballons soient 70 millions. Le chien ballon. Il y en a 7, de 7 couleurs différentes. Donc vous voyez tout ce que c'est le chien ballon. Enfin, c'est un chien ballon fait par les clowns, mais là en matière dure et en géant. Et il faut savoir que dans la fiscalité française, en tout cas, l'art a toujours eu un statut un peu particulier. Dans les années 80, Fabius, sur l'imposition du patrimoine, décide qu'on ne va pas imposer les œuvres d'art. Pourquoi ? Réponse, parce que les œuvres d'art, comme leurs artistes, leur cote fluctue. Ça, c'est la réponse, parce que nous, quand on entend le mot fluctue, on se dit ça. On se dit, ouais, effectivement, ça peut être compliqué d'imposer. Non, en fait, ça fluctue. Non, ça fait jamais ça. Hein. Léonard de Vinci, sa cote, elle n'a pas fait ça. Hein. On est d'accord, elle a fait ça. Hein. Et donc, voilà. Ce n'est pas imposé, les œuvres d'art. Et il s'est passé un truc assez étrange, c'est que le milieu de l'art est très réactif. C'est-à-dire, dans les années 90, il y a eu une première crise financière. Et là, même le milieu de l'art s'est fait avoir. Sauf que le milieu de l'art, il a fait « vous nous aurez une fois, mais pas deux ». Ils se sont réorganisés de telle manière qu'en 2008, quand il y a 2008-2009, quand il y a eu la deuxième crise financière, ils ont été épargnés. Parce que c'est simple, Christie's et Sotheby's, nos deux grands lieux de vente aux enchères, s'étaient réorganisés. À l'époque, ils ne vendaient que des artistes morts et des œuvres d'artistes morts. Et ils se sont dit, hop, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se réorganiser, on va aussi vendre de l'artiste vivant. Et donc, c'est eux qui ont commencé à faire augmenter certains artistes et les codes de certains artistes. Alors là, on va rentrer dans l'aspect mauvaise foi. Mais Christie's, pour vous dire un petit exemple, appartient totalement à un monsieur qui s'appelle Monsieur Pinault. L'un de ses artistes phares est Jeff Koons. Monsieur Koons est l'artiste numéro 1 actuellement en termes de cote artistique. Si vous voulez vraiment miser sur un artiste, je vous conseille de miser sur Jeff Koons parce que, entre autres, l'un des amis de Monsieur pas Bernard Arnault, mais Monsieur Pinault, et il était devenu directeur pas du Louvre, mais du château de Versailles, et il a décidé vous savez quoi, d'exposer Jeff Koons au château de Versailles, ce qui a fait de la cote de Jeff Koons et ce qui est devenu l'une des références actuellement. C'était une phase mauvaise foi. Hein, vous me direz, tout ceci est un concours de circonstances. Mélanie, vraiment, tu exagères un peu. Mais bon, quand même, il y a des drôles de concordances. Ensuite, il y a autre chose qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai fait les Beaux-Arts, en 2002, il est passé une loi qui s'appelle la loi Ayagon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette loi, c'est la loi Ayagon, elle s'appelle la loi des mécènes. Ça dit quelque chose à certains ?
La loi des mécènes, c'est simple. Elle dit ceci. Si vous achetez une œuvre d'art, avec facture et tout, hein, on est d'accord, numéro d'artiste et tout, eh ben, vous aurez une défiscalisation de 60% de l'œuvre d'art. C'est sympa. En gros, vous achetez pour 1 000 €, vous avez 600 € de réduction fiscale. Alors moi, je vous dis comme ça, si j'achète une œuvre 1 000 € et que j'ai une déduction fiscale de 600 €, eh ben, vu que je ne suis pas imposable, ça ne me sert à rien. Par contre, un monsieur comme Bernard Arnault qui monte une fondation Louis Vuitton à 700 millions d'euros et qui a une déduction fiscale de l'ordre de 400 000 €, 400 millions d'euros, c'est pas la même chose. C'est la loi des mécènes. Encore une fois, ça va favoriser une certaine tranche de la population qui ensuite vont influencer le milieu de l'art pour l'orienter vers ce qui les intéresse, eux. Et eux, ce qui les intéresse, c'est le conceptualisme. Parce que c'est un art, c'est des œuvres d'art reproductibles. C'est-à-dire, un Picasso, vous en avez qu'un. Des chiens ballons, vous en avez 7. C'est beaucoup plus intéressant. Le principe de sérialité. Et en plus, maintenant, ce qui s'amuse à faire, c'est qu'avec le chien ballon, vous pouvez avoir des mini chiens ballons chez vous. Le monde merveilleux de l'art appliqué. On peut posséder un mini chien ballon chez soi. Et ben voilà, ça c'est mon milieu à moi, quoi. Et se débatouiller là-dedans, c'est pas toujours évident. Surtout quand on ne fait pas de conceptualisme. Et moi, en fait, je m'en suis un peu aperçue parce que, bon, comme d'habitude, je ne vous ai pas tout dit, mais là, en l'occurrence, c'est que quand j'ai passé mes diplômes de Beaux-Arts, j'en ai eu 2 sur 1. J'en ai eu 1 sur 2. En gros, j'en ai un au bout de 3 ans et j'en ai un au bout de 5 ans. Moi, j'ai eu celui d'au bout de 3 ans parce qu'en fait, il y avait 3 membres du jury. Dans les membres du jury, il y avait mon prof de coordination qui m'avait suivi tout au long de l'année et qui avait beaucoup aimé mon travail. Mais moi, j'ai un problème, c'est que quand il s'agit de parler de mon travail, je ne sais pas faire ce que je vous ai montré là, quand je vous ai dit « Ah, c'est trop facile, allez-y et tout. Trop facile ». Non, je ne sais pas le faire en fait. Je ne sais pas le faire avec mon propre travail. Je saurais le faire avec le travail d'autrui, mais avec le mien, je ne sais pas le faire. Donc c'était facile de vous faire la leçon. Hein. Maintenant, je vous avoue, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. Et moi, il se trouvait que je devais parler comme ça de mon travail. Et quand vous passez un diplôme de Beaux-Arts, vous devez être historienne d'art, vous devez connaître l'art contemporain sur le bout des doigts, vous devez connaître tous les artistes, vous devez dire j'ai eu telle influence, tel truc, tel machin, que ça m'a traversé, et au final vous devez rendre un essai sur l'histoire de l'art au travers de votre travail, quoi. Enfin, c'est vraiment ça le diplôme, quoi. Et moi, ça, c'est quelque chose d'aberrant pour moi. Et donc, mon diplôme de 3e année, je l'ai eu, comme on dit dans le jargon, ras du cul, parce que en fait, mon prof de coordination donc, m'avait vu évoluer, m'avait vu travailler, et il avait vu que j'avais énormément bossé sur tous les domaines, et il avait dit aux 2 autres restants, non mais si on ne lui donne pas à elle, vu toute la masse de travail qu'elle a fait, il y a un tiers de la classe qui saute, quoi. Enfin, voilà, quoi. Enfin, donc, je l'avais eu, parce qu'il m'avait bien défendu. Et en 5e année, c'était devant un jury de 5 personnes que tout ceci allait devoir se passer. Et ma prof de coordination, comment vous dire, j'ai senti en cours d'année que ça allait mal se passer parce qu'elle m'avait dit cette phrase magnifique. Ah ouais, Mélanie, je vois, toi, tu travailles sur la low culture. Et là, j'ai fait, ah ouais, low culture. Et vous travaillez sur la high culture. Ouais, d'accord, ok, on n'est pas sur les mêmes... voilà, on n'était pas sur un principe d'horizontalité, on était dans un principe de hiérarchie. Et donc là, je me suis dit, ok, Mélanie, ça va être compliqué cette année, il faut que tu bosses. Donc j'ai bossé énormément en termes plastiques, mais j'ai bossé en termes littéraires, enfin, j'ai énormément lu, j'ai des philosophes, des intellectuels, j'ai regardé tout l'abécédaire de Gilles Deleuze, enfin... J'ai engrangé du savoir. J'ai même essayé de lire Le Rire de Bergson en croyant que c'était drôle. Et en fait, c'est pas drôle, donc j'ai abandonné. Et donc, quand je me suis retrouvée devant les 5 membres du jury que je vais vous présenter, donc les 5 membres du jury étaient constitués de
On va commencer par elle, avec son petit... ma prof de coordination. Artiste contemporaine, ça fonctionnait bien pour elle à cette époque. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi maintenant si ça marche toujours bien pour elle, mais ça marchait bien. Art contemporain, conceptuel, nickel. C'était ma prof de coordination. Elle avait choisi, pour l'accompagner, une amie à elle, une historienne d'art contemporain. Et on s'était déjà rencontrés, ça s'était un peu mal passé. Elle n'avait pas eu, entre autres, le poste qu'elle voulait avoir sur les Beaux-Arts de Bourges, un peu à cause de moi. Parce qu'on avait fait, pareil, montrer nos travaux. On était 10 élèves à avoir montré nos travaux et choisissait une œuvre au milieu de tous. Et elle avait choisi la mienne et elle avait essayé de parler art avec moi. Et comme je ne sais pas parler d'art, ça avait juste donné un genre bah, bah, bah. Et elle s'était empêtrée et donc elle n'avait pas été prise. Donc je ne sais pas si elle s'en souvenait de mon travail, mais au fond de moi, j'espérais que non. Mais bon, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. En tout cas, je sais que voilà. Elle n'avait pas eu son poste à cause de moi. Le troisième membre du jury, c'était encore un ami de ma prof et c'était un galeriste d'art contemporain. C'est ceux qui vendent votre travail et qui en récupèrent à peu près 50% du prix pour les chanceux. Ça peut aller jusqu'à 70% du prix. Alors déjà, quand vous galérez à vendre vos œuvres, si en plus il y en a quelqu'un qui en prend la moitié, voire les 2/3, c'est compliqué. Au moins la moitié. Le quatrième membre du jury était un critique d'art contemporain. C'est ceux qui ne font pas, mais qui vous disent si c'est bien ou pas. Et le dernier... Alors lui, il n'avait pas été sélectionné par ma prof, hein, parce qu'il était tout droit dépêché par le ministère de la Culture, parce que les Beaux-Arts sont affiliés au ministère de la Culture. Et alors, c'est lui qui allait choisir si oui ou non on avait notre diplôme. Donc ce monsieur avait un choix cornélien. Soit il passait 4 jours à bien s'entendre avec tout cela et il était complètement d'accord avec tout ce qui allait être dit par ces 4 personnes-là. Et donc, passer 4 jours plutôt bien. Soit, s'il trouvait que quelqu'un valait le coup et donc il se bataille contre ces 4-là, il pouvait passer 4 jours un peu plus compliqués. Il a choisi la première solution. Ils ont été d'accord pendant les 4 jours. Et il se trouve que moi, ça a été 45 minutes interminables. J'avais bossé comme pas deux, j'ai pas arrêté d'essayer d'expliquer mon travail, sauf que ça donnait n'importe quoi, évidemment. Surtout quand vous voyez votre prof qui regarde ses pieds pendant que vous parlez, enfin, vous vous sentez pas soutenu pour dessous. On arrive dans la dernière pièce, je sais plus quoi dire. Moi-même, à ce moment-là, je ne sais plus pourquoi j'ai fait cette œuvre, enfin, pourquoi j'ai fait ce travail-là. Maintenant, avec 15 ans de recul, je sais pourquoi je l'ai faite. Hein. Parce qu'en fait, j'avais repris des images des jungles de... comment il s'appelle des jungles naïfs de Rousseau, du douanier Rousseau. Je les avais mis sur le mur comme ça. Côté naïf, c'était moi, quoi. Maintenant, je l'analyse. Hein. À l'époque, j'avais juste trouvé que les jungles étaient bien. Mais maintenant, naïf... Maintenant, je vous le dis, c'était moi en fait, ces jungles. Et au sein de ces jungles, je m'étais dissimulée moi-même avec des tatous malabars collés partout sur mon corps, sur mon visage, sur mon dos, sur mes pieds et tout. Et je ne sais pas pourquoi j'avais fait cette œuvre. Non, mais je vous assure, hein, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, je sais, parce que dans l'une des parties de mon corps dissimulées, il y en avait une, c'était ça. Et il faut savoir que ma prof de coordination est tatouée de la tête aux pieds. Je crois qu'en fait, ça voulait dire je t'emmerde. Maintenant, analyse de l'œuvre en question. Elle était aussi simple que ça, mais à l'époque, je ne savais pas. J'avais eu juste besoin de la faire et besoin de lui montrer à elle. C'est un peu de la masochisme, mais j'avais eu besoin et au final, je m'étais retrouvée à ne absolument pas savoir quoi en dire. Ça m'avait peut-être soulagée sur le coup de la créer. Et donc, je me retrouve avec, à
après 45 minutes de torture mentale, avec ce monsieur qui me dit cette phrase magnifique. Mais mademoiselle Salah, non mais dites-nous quand même quelque chose au final, parce que là, on comprend rien de ce que vous voulez dire ou quoi ou qu'est-ce. Et là, on en arrive, on ne sait plus quoi. Donc, je ne sais pas, parlez-nous comme à votre boulanger. Ma phrase qui m'est passée par la tête et que je n'ai pas dit à ce moment-là a été « Avez-vous une baguette de pain, s'il vous plaît ?» C'est véridique. J'ai vraiment pensé ça. Je ne l'ai jamais dit. J'aurais vraiment voulu le dire parce que ça aurait été une libération totale face à cette torture de 45 minutes. Mais c'est resté là. J'ai rien dit. Ils ont fini. On a fermé la porte et je suis rentrée chez moi en attendant la fin de journée puisque c'était pas fini. La fin de journée se passe. Vous les retrouvez, ces 5-là. Ils sont devant vous, derrière une table, et vous êtes assis sur une chaise et vous attendez le verdict. Comme si on n'avait pas compris que ça s'était mal passé. Et là, ils remettent le couvert pendant 15 minutes. Et pendant 15 minutes, ils me redisaient qu'en fait, ça s'était très mal passé, que tatati, tatati, Et la conclusion a été dite par ce monsieur, c'est « Mais mademoiselle Salah, vous comprendrez bien que nous ne sommes pas du même monde. Et donc, vous n'avez pas votre diplôme. » Alors, qu'on n'était pas du même monde, ça, je l'avais plutôt bien compris. Et j'étais plutôt contente de ne pas être du même monde qu'eux. C'est pour ça que je n'ai fait aucun effort de chercher des galeries. C'est pour ça que je n'ai fait aucun effort de me rapprocher de ce milieu-là. Parce que, effectivement, je ne me sentais pas du même monde qu'eux. Effectivement, je n'arrive pas à parler comme eux. Ça ne me posait pas de problème de débarquer dans les vernissages. Mais par contre, les côtoyer au quotidien, ça ne m'intéressait pas. Donc c'est pour ça que j'ai essayé par mes moyens de trouver un subterfuge pour arriver à quand même montrer mon travail et que c'était compliqué. Et en faisant cette conférence gesticulée, je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule en fait. Qu'il y avait d'autres gens qui avaient réfléchi à comment faire en sorte que le monde de l'art puisse être, entre guillemets, accessible à tous. Comment le monde de l'art pouvait... Et là, je suis tombée sur un texte qui s'appelle « Pour un art révolutionnaire indépendant ». Il a été écrit par André Breton et Diego Rivera. Et selon certaines sources, peut-être Léon Trotsky. Et ce texte est absolument fabuleux. Ce texte dit ceci. Tout d'abord, il faut que l'on fasse en sorte que les artistes ne soient pas traversés par des injonctions venues d'ailleurs. En gros, moi je l'ai compris à ce moment-là comme, en gros, il ne faut pas que, par exemple, les galeries viennent aider les artistes à se promouvoir parce que le principe de la galerie, c'est que c'est un principe d'offre et de demande. C'est-à-dire que si une de vos séries plaît, on va vous demander d'en faire d'autres. Sauf que peut-être que vous n'avez plus envie de continuer dans cette série. Donc vous n'avez peut-être plus envie de travailler là-dedans. Donc, ils disent, pas d'injonction extérieure à l'artiste. Ensuite, le deuxième truc, c'est qu'ils prennent Marx comme exemple. Ils disent, Marx, il avait une bonne idée pour les écrivains, faisons la même pour les artistes. Il disait, payons les artistes pour qu'ils créent, et non l'inverse. C'est-à-dire qu'ils créent pour gagner de l'argent. Parce qu'encore une fois, ils ne seront pas libres dans leur manière de créer. Ils vont essayer de se coller à une mouvance, ou voilà, ils ne vont pas être complètement libérés des choses, puisqu'ils vont se dire, il faut que je mange quand même. Troisième injonction qu'ils ont dit, c'était, il faut que l'institution, entre guillemets, foute la paix aux artistes. Parce que s'il y a une institution, entre guillemets, il y a une volonté. Typiquement les DRAC, elles vont donner des subventions à certains types d'artistes plutôt qu'à d'autres. Et encore une fois, ça emmène les gens à plutôt aller se mouvoir dans un style plutôt qu'un autre.
actuellement, typiquement, c'est l'art conceptuel, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et la dernière, elle est assez intéressante, et il faut empêcher la bourgeoisie de s'accaparer le monde de la culture. Parce que la bourgeoisie a une tendance à se faire sienne la culture, et donc de ce fait-là, à créer une distanciation. Et là se crée ce qu'on parlait tout à l'heure. Se crée la violence culturelle. Du fait qu'elle va créer un gouffre, la violence culturelle et la violence symbolique va se créer entre la bourgeoisie et les autres. Et donc il dit il faut que les artistes soient protégés de la bourgeoisie. Ils disent typiquement le terme de protection. Et à côté de ça, il y a un autre texte qui est venu se coller à celui-là, c'est celui de Dubuffet. Dubuffet, il écrit dans les années 60, 68 même pour être exact, en 1968, il écrit un texte qui s'appelle « Asphyxiante culture ». Je vais vous le lire. Il en met une couche en plus sur la bourgeoisie et le fait qu'elle s'accapare les trésors culturels. Alors, hop, il est là. Il dit ceci. La caste possédante était de ces clercs, ne tâche pas du tout, ne vous y trompons pas, quand elle ouvre au peuple ses châteaux, ses musées et ses bibliothèques, qu'ils y prennent l'idée de s'adonner à son tour à la création. Si vous regardez actuellement, la plupart des politiques, quand ils vous parlent de politique culturelle, c'est pour emmener les gens dans les musées, dans les châteaux et dans le patrimoine. Hein. Avant, dans les années 2000, il y avait énormément d'interventions de plasticiens et d'artistes plasticiens au sein des écoles. Maintenant, c'est des entraîneurs de sport. Il n'y a plus d'artistes qui viennent. Il y en a très très peu. Il y en a toujours, mais ce n'est pas ce qu'il y a de majoritaire. J'ai fait des interventions dans les écoles, donc, mais ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de majoritaire. Ce n'est ni des écrivains, ni des artistes que la classe possédante, à la faveur de sa propagande culturelle, entend susciter, c'est des lecteurs et des admirateurs. La propagande culturelle s'applique bien, au contraire, à faire ressentir aux administrés l'abîme qui les sépare de ces prestigieux trésors dont la classe dirigeante détient les clés, la fameuse violence symbolique. Et l'inanité de toute visée à faire œuvre créative valable en dehors des chemins par elle balisés. Ce qu'il faut bien comprendre à ce moment-là, c'est que clairement, il nous dit à ce moment-là, Dubuffet, il faut faire des créatifs. Ce que je vous disais au début, il faut faire des créatifs parce que c'est le meilleur moyen, en fait, de venir squeezer cette pensée dominante, de venir créer plein de petits mondes et d'être des autours, quoi, c'est-à-dire de converser, de se mélanger et tout ça. Le problème d'un artiste, c'est que c'est un individu. Il est souvent tout seul. C'est un peu comme des céphalopodes. Je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, les céphalopodes, c'est toutes les pieuvres, les calamars et tout ça. Ces animaux-là, en fait, c'est des individus. Ils sont pas en groupe, ils vivent pas en groupe, ils vivent de manière solitaire. Et ce qui fait qu'ils créent des choses un peu étranges, c'est-à-dire que, par exemple, une fois que la saison des amours a eu lieu, chez les pieuvres, par exemple, eh ben, le mâle va mourir et la femelle va se mettre dans une caverne, va pondre plein d'œufs. Et elle va attendre qu'ils éclosent. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois que les œufs éclosent, comme le mâle n'était pas là pour nourrir la femelle, elle est en train de mourir de faim et elle est en train de mourir tout court. Et donc, la première chose que vont faire les bébés, c'est de manger leur mère. Et alors, c'est à la fois beau et tragique, voilà. Mais le problème, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais les céphalopodes, d'une manière générale, c'est des animaux extrêmement intelligents. Les scientifiques qui adorent faire des expériences sur les animaux, ils se sont amusés à faire plein d'expériences avec les céphalopodes et se sont aperçus qu'ils avaient une grande capacité d'adaptation, de réflexion. Ils savent répondre à des problèmes complexes et tout, à des labyrinthes et tout. Enfin, vraiment, ils se sont aperçus. Enfin, vraiment. Et le problème, c'est que de ce fait-là,
une fois qu'ils ont appris plein de choses, comme il n'y a personne pour transmettre en fait à leur progéniture, rien. Donc en fait, à chaque fois, chaque nouvelle génération recommence de zéro. Et on ne sait pas pourquoi, mais des scientifiques ont observé que les céphalopodes commençaient à se regrouper. Les pieuvres, entre autres, ils ont regroupé des regroupements de pieuvres et ils commencent à transmettre. Alors je ne sais pas si vous avez lu Cthulhu, mais Lovecraft, faut faire attention. Alors on ne sait pas pourquoi, peut-être des règlements climatiques, peut-être une urgence se fait qui font qu'ils se regroupent. Moi je dis, les artistes, c'est ça qu'ils devraient faire déjà en un. C'est déjà se regrouper au lieu d'être tous dispersés comme ça. En deux, quand je vous disais que l'aspect créatif pour moi, c'est le fait de créer un nouvel univers, j'en ai eu l'expérience une fois, c'est que je me suis retrouvée, justement en train de faire des ateliers d'art plastique dans une école. Et on travaillait sur les émotions primordiales. Alors les émotions primordiales, je ne sais pas si vous connaissez, c'est colère, c'est joie, c'est peur. Et la dernière, tristesse. Et donc, moi, je m'étais donc retrouvée dans cette classe qui était quand même une classe où il y avait pas mal d'enfants venant de cités et tout ça. On était en primaire, on était avec des 9-10 ans. Et donc, l'idée que j'avais eue, c'était d'essayer de leur faire de représenter l'une de ces émotions par le biais d'une émotion qu'ils avaient déjà vécue. Et donc, pour leur dire émotion déjà vécue, c'était quelque chose qu'ils avaient déjà expérimenté. Voilà. Comment dire en fait, voilà. Une petite fille, elle m'avait fait 3 dessins et je savais qu'elle allait faire colère parce que quand j'avais expliqué les 4 émotions primordiales, elle m'a fait faire « moi, je vais faire colère ». Donc, je savais qu'elle allait faire colère. Elle était venue vers moi avec 3 dessins. Et dessus, elle m'expliquait là, tu vois, dans ce premier dessin, c'est quand ma maman me gronde, ça me met en colère. Donc, elle m'avait dessiné ça. J'ai fait très bien, effectivement, ça représente bien la colère, c'est très bien, continue, quoi. C'est quoi le deuxième ? Le deuxième, ça, c'est quand papa, il frappe maman. Ça me met en colère. J'ai attendu la fin de l'atelier pour aller parler avec le prof. Elle était déjà dans une situation où, en fait, on avait séparé la mère et la fille du père. Elle était déjà dans une phase où, en fait, ils étaient déjà au courant de la situation et que, donc, elle était dans une phase où ça allait aller de mieux en mieux pour elle. Mais elle avait eu besoin de me l'exprimer quand même. Et la dernière image, c'était pas colère, c'était joie. La dernière image, elle m'avait dit, et là, tu vois, c'est moi avec mon chat et c'est le moment où je suis joyeuse. Et donc, ce processus, c'était typiquement le processus que j'expliquais, c'est-à-dire, ça, je l'ai vécu et ça, c'est ce que j'aspire. Elle voulait créer un monde où elle allait être joyeuse. Et ça, c'était hyper intéressant. Et de savoir que cette petite fille allait se retrouver, parce que vu l'endroit où elle était, ça allait être compliqué pour elle d'aller faire des études d'art, d'aller acheter du matériel d'art, enfin, tout le processus dont je viens de parler. Ça m'a foutu dans une colère énorme, parce que je me suis dit que ça allait quand même être dommage que cette petite fille ne puisse pas aller dans ce domaine-là. Elle allait peut-être en trouver un autre, ou elle allait laisser expliquer. Mais là, j'étais vraiment énervée. Surtout que j'ai appris, moi j'avais fait, quand j'avais fait pour devenir animatrice culturelle, j'étais partie dans une mairie à Besançon, dans le 95, qui avait mis en place tout un système vraiment de développement culturel pour les enfants. Il y avait des ateliers d'art plastique pour les enfants pas chers. Il y avait d'ailleurs dans ces ateliers, le matériel était offert. Donc c'est quand même quelque chose qui pouvait être fait d'une manière politique. Ils avaient mis en place aussi une biennale d'art contemporain pour que tous les 2 ans, les artistes de la ville viennent exposer et montrer leur travail, c'est-à-dire des gens de tous les milieux. Et ils avaient fait aussi créer un collectif des plasticiens de la ville de Besançon, où d'un seul coup, et on avait de tout au sein de et pas que des conceptuels, on avait de tout au sein de ce collectif, auquel je fais partie maintenant. Ils m'ont accepté. Et c'est génial. Et de voir que tout ça, ça pouvait vraiment se mettre en place pour créer la suite, ça m'a fait dire que la phrase de conclusion
de Diego Rivera, de Breton, pouvait être vraie, pouvait être juste. Parce que la phrase de conclusion de tout leur programme pour un art révolutionnaire, c'était celle-ci. Nous voulons l'indépendance de l'art pour la révolution. Et donc, nous voulons la révolution pour la libération définitive de l'art. Voilà. C'est fini.